Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Point Lecture. Aujourd'hui dans ce Point Lecture, je vais vous parler de 6 romans que j'ai vraiment beaucoup aimés. 6 romans que j'ai vraiment beaucoup aimés, avec quelques-uns, il y a des petits trucs qui m'ont gêné, mais dans l'ensemble c'était vraiment de très bonnes lectures. Et vous savez que d'ordinaire, quand ce sont vraiment de bonnes lectures, je suis longue dans mes présentations. Donc je vais essayer de ne pas faire trop long, que ce soit pas imbuvable, et puis voilà, vous êtes prêts ? Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Le fantôme de la chocolaterie, les mystères de Dundoodle, donc de David O'Connell, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre est très beau et je crois que je l'ai en anglais. Je suis même presque sûre. Bref, il faudrait que je cherche, mais je suis presque sûre que je l'ai déjà en anglais. Mais bon, PKJ me l'a envoyé, donc je l'ai lu en français. Donc dans cette histoire, on va suivre un petit garçon qui s'appelle Archie, qui vit seul avec sa maman. Et ils vont apprendre tous les deux que Archie est l'unique héritier de son oncle qui a une fabrique de bonbons et de chocolat. Et du coup, eh bien, eux qui avaient des difficultés un peu financières, ils se retrouvent à la tête d'une multinationale, d'une très grande maison également. Et ça va faire des jaloux, parce que la sœur du papa, donc la tante de Archie en fait, va arriver. Elle possède déjà en fait une industrie, pareil, dans tout ce qui est pâtisserie, sauf qu'en fait, la chocolaterie dont a hérité Archie a une particularité, puisqu'ils ont une recette assez particulière, qui est très recherchée, parce que c'est ce qui fait la célébrité en fait de cette chocolaterie, et la tante aimerait bien récupérer cette recette et savoir quel est le fameux ingrédient secret. Archie va vite apprendre que finalement l'oncle avait beaucoup investi et qu'il n'y a pas tant d'argent que ça finalement sur les comptes, etc. Et que la chocolaterie risque de faire faillite si on ne peut pas relancer la production. Sauf que pour relancer la production, il faut connaître ce fameux ingrédient secret, et que l'oncle d'Archie n'avait pas envie en fait au moment de son décès que tout le monde puisse le découvrir. Donc il a programmer, on va dire, une espèce de petite chasse au trésor pour son neveu, pour que lui parte à la recherche de ce fameux ingrédient secret. Donc il va aller voilà, au fin fond de la chocolaterie pour découvrir ce fameux ingrédient secret, avec cette vilaine tante qui envoie ses enfants, qui sont juste ignobles, pour essayer de tuer Archie, parce que clairement c'est ça. Parce qu'elle veut hériter de tout ça en fait. C'était vraiment très sympa. On est un peu... alors c'est loin de... On est vraiment pas comme dans Charlie et la chocolaterie, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit « Oh, ça me fait penser à ça ». Non, l'histoire est vraiment différente. On a ce côté, la famille très méchante, tu sais, qui veut piquer le fric d'Archie. Et puis Archie qui est un petit peu naïf avec sa maman aussi, qui eux voient pas vraiment le mal, et voilà, c'était vraiment très sympathique. Il y a plein d'illustrations, c'est une lecture toute douce pour les enfants. Eux ils mettent, je sais pas, c'est pas écrit, franchement dès 6 ans vous pouvez le lire avec eux, hein, parce qu'ils n'arriveront pas à le lire en entier, sauf si votre enfant lit très bien à 6 ans, ce qui est quand même assez rare, mais voilà, dès 6 ans ça posera pas de soucis, ils peuvent suivre l'histoire si vous faites une lecture accompagnée avec eux, donc il n'y a pas de problème. Y a rien de, voilà, y a rien qui fait peur, il n'y a pas de gros mots, il n'y a rien, c'est vraiment tout doux, tout tendre, et j'ai beaucoup aimé. Et voilà, s'il y a d'autres aventures dans la chocolaterie et suivre Archie, eh ben je continuerai à lire parce que j'aime beaucoup. Donc voilà, une belle petite découverte jeunesse. Je vais maintenant vous parler de Nos Horizons Infinis, de Tahereh Mafi, aux éditions Michel Lafon. Alors, il y a beaucoup de post-it. Dans ce roman, en fait, on est en 2002, donc 1 an après les attentats du 11 septembre. Vraiment pile 1 an en fait, et les États-Unis sont encore très marqués, et surtout tout ce qui va être préjugés raciaux, etc. sont très présents, encore plus que d'habitude. On va dire que ces préjugés-là sont exacerbés, et que rien que le fait de voir quelqu'un portant un châle, un voile, un foulard sur la tête, ça, comment dire, ça dérange les gens quelque part, et ils ont l'impression que les gens qui portent ce genre de choses sur la tête, je dis bien ce genre de choses parce que je parle pas du voile musulman, parce que notamment c'est le cas pour beaucoup d'autres voiles, et je pense que n'importe qui porterait même juste un foulard sur sa tête, il l'aurait mal perçu. C'est pour ça que je dis le mot chose, je préfère préciser. Mais voilà, à partir du moment où on a la tête couverte, c'est plus politiquement correct, c'est vrai que c'est pris un peu comme une provocation à cette époque-là, et du coup c'est mal interprété, et c'est du coup pour la personne qui le porte très difficile à assumer. Nous on suit une jeune fille qui s'appelle Shirin, qui est, je crois qu'elle est iranienne,
Je sais plus si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Donc Shirin est iranienne, elle est lycéenne, elle va au lycée avec son frère. Voilà, ils vont au lycée tous les deux. Pour lui, la vie est un peu plus facile parce que c'est un jeune homme assez ouvert et que finalement, il n'a pas de signe extérieur qui peut heurter les Américains. Je fais une généralité, mais c'est très difficile de parler de ça de façon politiquement correcte pour pas se faire lyncher, hein, je tiens quand même à le dire. Bref, du coup, pour lui c'est bien plus facile, pour Shirin c'est compliqué, puisque Shirin porte le voile, c'est son choix, et c'est quelque chose qu'elle assume complètement et qu'elle n'a pas envie d'arrêter sous prétexte que ça heurte les autres. Donc elle porte son voile, elle va au lycée, ça fait peu de temps qu'ils sont dans ce lycée-là, parce qu'ils ont tendance à beaucoup déménager, c'est le choix des parents, et du coup voilà, il faut qu'elle recommence tout à zéro, sauf que bah ça se passe pas forcément très bien, elle a tendance à se faire assez insulter, elle a tendance à se faire attaquer dans le sens où voilà, des petites pics constants. Tous les post-it que vous voyez là, c'est tous les passages qui m'ont profondément marqué au niveau du racisme, parce que vraiment, il y a même des phrases, des réflexions des profs c'est gerbant, franchement c'est gerbant. Bref, je pense que moi, il se serait passé ça dans une de mes classes, j'aurais pété un câble, alors que je n'aurais pas été concernée directement, mais je pense que sincèrement j'aurais pété un câble, tellement c'est humiliant, je trouve, et dégradant, et c'était horrible en fait, voilà, parce que les profs sont d'une stupidité dans le bahut où elle va, elle a vraiment pas de bol, hein, cette pauvre gamine. Bref, donc elle est très renfermée, c'est un personnage qui est très froid, c'est quelqu'un qui, voilà, qui reste beaucoup dans sa bulle. La seule chose où elle se lâche un peu, c'est quand elle est avec son frère aîné et ses potes à lui en fait, parce qu'ils ont une passion en commun, ils aiment le breakdance, voilà, donc ils vont monter une petite troupe de breakdance et faire du breakdance, ça fait beaucoup de mots breakdance, je trouve. Je pensais que la place de la danse et du breakdance, je suis désolée, ça me fait rire, je pensais que ça serait plus présent, en fait c'est pas vraiment le cas, on est vraiment sur une critique en fait de tout ce qui se passe au niveau du racisme aux États-Unis. Shirin va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Océan, qui lui va être complètement fasciné par Shirin, fasciné par sa beauté, et il va vouloir en savoir plus. Elle est ultra froide avec lui au début parce qu'elle ne comprend pas, et au fur et à mesure, elle va réussir à se réchauffer. Parce qu'elle va s'attacher à Océan et se rendre compte qu'elle peut vivre quelque chose, même si au moment où ils sont ensemble, Shirin n'arrête pas de dire à Océan que ça va être compliqué pour lui d'assumer le fait d'être avec elle, qu'il va s'en prendre plein la tronche, et c'est vrai, c'est très violent ce qui se passe, comme quoi tout ce qui est couple mixte c'est encore très compliqué, et voilà, donc on est quand même dans cette critique là du racisme qui est très bien faite, que j'ai beaucoup aimé, vraiment, que j'ai beaucoup aimé. On a le personnage de Shirin, je vous ai dit, qui est ultra froid, ultra renfermé, on comprend pourquoi, ça va complètement avec ce qu'elle vit et c'est complètement normal. Maintenant, ça m'a posé un problème dans le sens où du coup je n'ai absolument pas réussi à m'attacher à elle. Ouais, j'ai pas réussi à m'attacher à elle alors que je comprenais bien que c'était un mécanisme de défense, mais c'est impossible de m'attacher au personnage. La romance entre Shirin et Océan est plutôt sympathique. Océan est un personnage qui est d'une gentillesse et d'une bienveillance incroyable. Voilà, c'est lui finalement qui va redonner peut-être foi en l'humanité, j'ai envie de dire, à Shirin, parce que il est profondément bon et que lui ne voit pas pourquoi ils pourraient pas être heureux tous les deux en fait, et c'est vrai que quand il se le prend en pleine tronche, il a aussi un peu de mal à comprendre ce qui se passe. Bref, c'était très sympathique, peut-être pas exactement ce à quoi je m'attendais. Maintenant voilà, il y a quand même beaucoup de beaux messages dans la preuve, il y a plein de post-it. Et puis voilà, moi je pense que ce qui m'a dérangée c'est vraiment ce côté très froid du personnage, parce que du coup j'ai pas réussi à avoir... Ouais, à m'attacher à elle en fait. J'ai pas réussi à m'attacher à elle, c'est le seul petit bémol pour moi, sinon c'est un livre vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé, ça sensibilise réellement sur la cause du racisme en fait, et puis j'aime bien que ce soit une jeune fille en fait, et je trouvais ça assez cool. Les parents de Shirin et de son frère forcément, si c'est ses parents à elle, c'est aussi ceux de son frère bien sûr. Et je les ai beaucoup aimés. Je les ai beaucoup aimés, vraiment. J'ai aimé aussi, il y a un côté où Océan est très curieux de la culture iranienne. J'ai trouvé ça vachement cool en fait, parce que c'est vrai que, surtout dans tout ce qui est romans et films américains, blockbuster et compagnie, les Iraniens s'en prennent plein la tronche quand même. Les Russes aussi, mais les Iraniens aussi, c'est assez...
Iraniens et Irakiens, c'est pas... on va pas dire que ce sont les plus aimés là-bas. Hein. Donc j'ai trouvé ça cool qu'on essaye de mettre un petit peu en avant la culture iranienne, donc c'était chouette. Voilà, donc c'est un roman qui était vraiment sympathique et que j'ai bien aimé. Dans un tout autre registre, je vais vous parler des œillets pour Antigone de Charlotte Bousquet. Alors, je ne m'attendais pas à autant aimer ce livre. Vraiment, je ne m'y attendais absolument pas. On est dans les années 90, on suit une jeune fille qui s'appelle Lucia, qui est d'origine, elle est franco-portugaise en fait, et elle est là au moment où on la suit, en fait, elle est en train de trier les affaires de sa grande sœur qui est décédée quelques années plus tôt, 5 ans plus tôt, et là elle est en train de trier ses affaires parce que la famille va déménager. Et en triant les affaires de sa sœur aînée, en fait, elle va retrouver deux choses. Elle va retrouver un médaillon qui est un médaillon familial, et elle va également trouver le journal de sa sœur. Elle va commencer à lire le journal de sa sœur et découvrir qu'elle n'était pas si bien dans sa peau et qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Et surtout, Lucia, à partir de ce moment-là, va commencer à faire des rêves ultra bizarres. Vraiment ultra bizarres qui vont la hanter. Elle va même avoir parfois l'impression, quand elle est éveillée, d'entendre des bruits de chevaux qui galopent. Elle est vraiment... voilà, il se passe un truc bizarre depuis qu'elle a trouvé le journal et le médaillon. À côté de ça, on est également au Portugal pendant la dictature de Salazar et on va suivre une famille qui en fait sont les ancêtres de Lucia et de sa famille en fait. Et on va suivre notamment une jeune fille. Et voilà, là on est plongé vraiment dans le Portugal pendant la dictature, ce qui était autorisé, ce qui n'était pas autorisé, comment ils vivaient ça, etc. Il y a toute une histoire avec des chevaux aussi qui est très belle. Alors moi j'adore les chevaux, donc forcément j'étais en mode ouh c'est trop canon. Et puis voilà, et puis Lucia en fait va être tellement obsédée par ses cauchemars qu'elle va décider de chercher et de creuser, parce que finalement elle se rend compte que peut-être que le suicide de sa sœur est lié à ce bijou en fait, et peut-être à une malédiction familiale. Donc elle va partir à la quête de de la propriétaire du bijou, de qu'est-ce qui s'est passé dans sa famille, et elle va partir au Portugal. Pour son départ au Portugal, elle va partir avec son meilleur ami Julien, qui est un jeune homme gay. Voilà. Lucia est également, je crois qu'elle est, je sais plus si elle est gay ou si elle est bi, enfin en tout cas, elle a une orientation sexuelle qui plaît pas du tout à son père. Bref, donc ils partent tous les deux sur les routes. Le seul petit hic, c'est que Julien est malade du sida. Donc le parcours est assez compliqué pour lui parce qu'il est vraiment pas bien. Et voilà, donc du coup l'autrice aborde aussi un petit peu tout ce qui va être cette période des années 90 qui a été vraiment horrible en fait en ce qui concerne le sida. Et à travers Julien, voilà, elle nous montre tout ça. Elle évoque un petit peu l'association ACT UP, dont je vous ai déjà parlé, notamment avec d'autres livres. Et voilà, c'était vraiment cool. Tout ça mélangé, ça peut paraître bizarre, dit comme ça, vous dites, mais attends, c'est quoi ce bazar? Mais c'était super intéressant. Moi, ça m'a donné envie, en fait, de me renseigner beaucoup plus sur la dictature de Salazar, parce qu'en fait, je connais quand même pas mal l'histoire de l'Espagne, mais c'est vrai que l'histoire du Portugal, je la connais très peu, finalement. Oui, je savais qu'il y avait eu ce régime avec ce personnage, mais finalement je connais très peu le début de cette histoire, la fin de cette histoire, voilà, je connais très peu tout ça, ça fait 15 fois que je le dis, mais du coup ça m'a donné envie de me renseigner, et quand un roman me donne envie de faire plein de recherches, en général c'est très positif. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, on s'attache très fortement à Lucia et à Julien, même quand on est dans le passé, on s'attache en fait à ces personnages, on se rend compte aussi que parfois des personnages qui pouvaient nous paraître... pas mauvais, mais qui n'avaient pas l'air forcément très sympathiques, et bien en fait au fur et à mesure de l'histoire on se rend compte qu'il y avait des raisons pour ça, et que finalement ce ne sont pas forcément des gens méchants, et j'aime beaucoup quand on fait ça dans un roman, parce que ça montre à quel point il y a des nuances dans la personnalité des gens en fait, et c'est important de le montrer, et voilà, j'aime bien quand c'est pas trop manichéen, et quand on a ce petit truc là pour te montrer que voilà, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc, et il y a toujours des petites nuances, et j'aime beaucoup ça en fait, et de voir des personnages évoluer, etc. C'était vraiment cool, j'ai vraiment beaucoup aimé. La plume de Charlotte Bousquet est toujours très agréable. Alors, comme dans son dernier roman qui était sorti chez Scrinéo, c'est du contemporain, mais il y a une touche de fantastique, je préfère le dire, vraiment légère, mais elle est quand même présente, tout comme l'autre livre, je vous dis, qui était sorti hier, je peux retrouver le titre, mais voilà, il y a une petite touche de fantastique, mais qui va pas vous gêner. Elle a un rapport avec le médaillon, vous vous doutez bien, mais voilà, c'est pas gênant, et on peut rester, entre guillemets, dans une lecture assez contemporaine quand même.
On va du coup maintenant passer à une lecture un peu plus légère. Donc il s'agit de Les Tribulations d'Esther Parmentier de Maëlle Dessart, donc aux éditions Rageot. Je me suis tellement éclatée à lire ce livre, c'était super agréable. Alors, quand on pense Rageot, on pense littérature jeunesse. Pour moi, ce livre n'est pas du tout un livre pour la jeunesse. On aurait même pu le mettre en rayon adulte, sincèrement. Mais vraiment. Vraiment. Maintenant, voilà, on va dire que c'est du young adulte, à la frontière de l'adulte. Il y a des jeux de mots, des punchlines, des vannes, enfin plein de petites choses. Et puis des scènes hyper sanglantes aussi, hein, qui... Voilà, ça peut pas être de la jeunesse, les gars, c'est pas possible. Du coup, là, j'aime beaucoup la couverture, mais elle est un petit peu trompeuse. Voilà. Pour moi, c'est mon avis, hein, après ça n'engage que moi, pour moi, ce n'est pas un roman à mettre dans les mains de vos enfants de 12-13 ans. Clairement pas. On parle quand même de vampires, on parle de meurtre. Voilà, on n'est pas dans Oui Oui, hein. Ok, à 12 ans, on lit plus Oui Oui, quoique, hein. Bref, Esther Parmentier, c'est qui? C'est une jeune femme qui a une vingtaine d'années, qui est très rondouillarde, elle est grasse. Elle est petite, elle est grasse, elle déteste la chaleur, elle vient d'emménager à Strasbourg depuis quelques temps, il fait incroyablement chaud dans l'Est, ça la saoule. Elle fait un stage en comptabilité qui ne lui plaît pas, mais alors du tout. Et un jour, en sortant du boulot, elle passe devant un centre commercial qu'elle aimerait bien traverser pour profiter de la climatisation, sauf qu'en fait, elle voit qu'il se passe un truc bizarre. Et elle, quand elle s'approche, en fait, tout le monde a été évacué, et elle voit des espèces de paillettes qui volent dans tous les sens et tout, et personne ne semble voir ce qu'elle voit, donc elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand elle va faire remarquer qu'elle voit ce genre de choses, elle va se faire embarquer par une espèce de groupe bizarre, on va l'emmener dans des locaux étranges et on va lui apprendre qu'elle est une sorcière. Voilà. Sauf que une sorcière, oui, mais la pire sorcière du monde, parce que finalement c'est la seule sorcière qui n'a absolument pas de pouvoir, c'est genre une craque-molle, quoi, tu vois, elle a pas de pouvoir. Il y a un espèce de grade au niveau, voilà, il y a un grade, je crois que c'est 80 quelque chose, le plus haut chiffre que peut avoir en fait une sorcière, et Esther, elle est à 2. Voilà. Donc son seul pouvoir, c'est de voir en fait les traces de magie. Elle découvre à ce moment-là qu'en fait, dans son monde, elle ne le savait pas, mais il y a des sorcières, des ghouls, des vampires, des trolls, enfin plein d'êtres, voilà, plein d'êtres fantastiques, et surtout qu'il existe un autre univers qui est le Cid, et qu'en fait, seules les sorcières peuvent créer un portail entre les deux. Alors, de sorcières puissantes, hein. Elle peut pas faire ça, elle est pas douée, hein, elle est 2, voilà. Et sauf que en fait, il va y avoir une série de meurtres, il va se passer des choses, et ils vont se rendre compte que la seule sorcière qu'ils ont sous la main pour pouvoir voir les traces de magie, bah, c'est Esther. Elle va se retrouver donc à faire équipe avec un vampire qui s'appelle Loan, qui lui demande de faire des choses pas possibles, et elle, ça la saoule, elle aime pas le sport, elle a pas envie de faire ce genre de truc, et voilà, ils vont commencer à mener l'enquête tous les deux. C'était rigolo, c'était drôle, c'est frais, ça se lit super bien. On est vraiment, je l'ai dit je crois en post, pour moi on est un petit peu à la frontière entre Felicity Hadcock et Ivy Wilde. On rigole, on sourit, alors tu vas pas être grosse tranche de rire non plus, mais tu souris, tu rigoles, ça se lit super bien, c'est léger, c'est agréable. Après il faut aimer ces univers-là, mais moi j'ai adoré, franchement j'ai adoré ce livre, j'ai trouvé ça génial. Dans la note, l'autrice elle dit qu'elle voulait partir sur une saga de je sais plus combien de tomes, bah moi je dis oui, hein, en tout cas un 2, un 3, ça serait déjà pas mal, parce que franchement t'as envie de continuer à les suivre. En plus il y a un fantôme, alors le fantôme, il a une particularité, c'est qu'en fait, c'est pas des trucs qui volent partout, là, comme ça. Non, les fantômes, ils sont dans ton téléphone, dans ton ordinateur, et ils te parlent grâce à des smileys et tout. C'était trop fort. C'est-à-dire que les fantômes, eux, ils rentrent dans les appareils électroniques et électriques. Voilà. C'était vraiment cool. Franchement, c'est amusant, c'est sympa à lire, et voilà. Est-ce que c'est le livre qui va nous marquer? Non, mais c'est le livre qui va nous faire passer automatiquement un super moment, et moi j'adore ce type de littérature. Je vous dis, c'est un peu comme Ivy Wilde et tout, moi j'adore ça, c'est super agréable, et on passe un super moment, et c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà. Là on passe à mes 2 meilleures lectures. Oui, parce que j'ai fait monter la pression crescendo. Vous en êtes pas rendu compte, mais j'ai fait monter crescendo. Non, pas crescendo, crescendo. Voilà. Donc, le prochain livre, il s'agit de Nosferatu de Joe Hill. Vous savez, je pense que vous le savez maintenant, qu'en 2019, je me suis pris une claque monumentale avec L'Homme-Feu. C'est le premier livre de Joe Hill que je découvrais, et vraiment, j'ai découvert une plume et un univers qui m'a
Suite à cette lecture, je me suis procuré quasiment tous les romans de l'auteur, et celui qui me faisait le plus envie, c'était Nosferatu, malgré le fait que c'est un beau bébé, je crois qu'il fait 800 pages, ouais, pas loin de 800 pages, et que du coup je me disais que je pourrais pas me le caser n'importe quand. Finalement, je l'ai sorti assez facilement là, cet été, et moi, personnellement, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. On est dans un espèce de thriller, mais un thriller avec un côté fantastique. En fait, clairement, on est dans le même registre que ce que fait son père, donc on est dans le même registre que ce que fait Stephen King, clairement. Alors, c'est pas la même écriture, il a pas la même façon de présenter les choses, mais voilà, on est clairement dans ce type de roman. Je pense que si vous aimez les romans du King, vous devriez aimer celui-ci sans aucun souci, parce que vraiment, on est un petit peu dans ce même genre littéraire qui pour moi est un genre littéraire un peu hybride, je sais jamais trop où le mettre, parce que c'est pas de l'horreur, c'est pas vraiment du thriller, voilà, on sait pas trop ce que c'est du King quoi, voilà. Donc nous dans ce roman on va suivre Victoria depuis son enfance jusqu'à son âge adulte. Victoria a une particularité, c'est qu'en fait, grâce à un vélo sur lequel elle grimpe et elle pédale, elle arrive à traverser ce qu'on appelle un raccourci. Quand elle traverse ce raccourci, elle arrive en fait loin de chez elle. Alors quand je dis loin, c'est vraiment loin, hein. Elle peut avoir traversé les États-Unis en un quart de seconde juste en traversant cette espèce de raccourci. Et très souvent, elle va emprunter ce raccourci pour aller chercher quelque chose, parce qu'elle a aussi cette capacité de toujours retrouver ce qui est perdu. Voilà, ça c'est son pouvoir à elle, qui va lui faire penser pendant très longtemps qu'elle est complètement folle en fait, parce que bah voilà, admettre que juste en grimpant sur un vélo et en traversant un pont ou un tunnel, on arrive très loin de chez soi, on sait même pas si on est vraiment toujours dans notre dimension ou pas, forcément ça te fait peut-être péter un petit peu les boulons quand même, hein. À côté de ça, on suit un homme qui s'appelle Charles Manx, qui conduit une Rolls-Royce, voilà, c'est assez atypique, et surtout sa plaque d'immatriculation, dessus il y a écrit Nosferatu, et il va se servir de cette voiture pour kidnapper des enfants et les emmener à Christmasland. Voilà, je peux pas tellement vous dire ce qui se passe à Christmasland, je peux pas tellement vous dire pourquoi il kidnappe des enfants. Alors, je préfère prévenir, il y a absolument pas d'histoire de pédophilie ou de choses comme ça, hein. Pas du tout, mais pas du tout, hein. C'est pas glauque dans ce sens-là, mais du tout, parce que ça peut peut-être faire peur à certaines personnes, mais on n'est pas du tout là-dedans. Un jour, Victoria va traverser ce truc et découvrir que d'autres personnes, enfin son raccourci, hein, quand je dis ce truc, elle va traverser le raccourci, et elle va se rendre compte qu'en fait elle n'est pas la seule à avoir une capacité particulière. Elle va rencontrer une jeune fille qu'on appelle la bibliothécaire et qui va lui dire justement « Je suis comme toi, j'ai aussi un pouvoir particulier dans le même genre que toi, méfie-toi, il y a des gens qui ont cette capacité mais qui l'utilise pas de façon bienveillante en fait. Et surtout, ne le pourchasse pas, il est méchant et il va te faire du mal. » Ok, ça c'est quand ils sont enfants, bien entendu la bibliothécaire parle de Charles Manx, hein, c'est un peu évident. Et ensuite, on se retrouve aujourd'hui, donc en 2008, à l'époque où a été écrit le roman, et Victoria est adulte, elle a un fils, etc. Elle a une vie assez difficile, je vous laisse découvrir. Et Charles Manx vient de s'échapper de prison, parce que oui, on le sait au chapitre 1, donc je ne spoile rien. En fait, le roman commence en 2008, on a un chapitre, et ensuite on part dans les années 90, je crois, non, 2000, je ne sais plus, bref, on retourne dans le passé. Et ensuite, on revient en 2008. Et du coup, on sait dès le début que Charles Manx est en prison. En fait, il est dans une unité psychiatrique en prison parce qu'il est dans un état végétatif, soi-disant. Et voilà, cet homme va s'échapper de sa prison et va repartir à la pourchasse des enfants. Et forcément, les deux histoires entre Victoria et Charles Manx vont se croiser. Alors dit comme ça, je sais pas si ça donne très envie, mais c'est extrêmement bien ficelé quand on apprend ce qui se passe réellement avec cette Rolls-Royce. Moi j'étais en mode « Oh my god !» C'était vraiment dingue, il y a certaines scènes dans le roman qui font penser à d'autres livres, mais du King en fait pour le coup, et je me suis demandé pendant toute ma lecture, mais est-ce que c'est des clins d'œil au livre de son père et tout, enfin c'était assez... déstabilisant, c'était vraiment chouette. Moi personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est pas un coup de cœur comme L'Homme-Feu, clairement pas, mais j'ai vraiment adoré ce livre. J'ai passé un moment de lecture génialissime. J'ai aimé tous les personnages, j'ai aimé que ça s'entrecroise, j'ai aimé tout le côté fantastique, c'était vraiment cool.
Vic, elle est hyper attachante parce que c'est pas un personnage parfait, loin de là. Elle fait plein de conneries, elle fait plein d'erreurs, même en étant adulte, mais elle est touchante parce qu'en fait on comprend pourquoi elle fait ça. Son mari, en tout cas le père de son fils, a aussi un côté ultra touchant. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment cool, et moi je peux que vous conseiller de le lire si vous ne l'avez pas lu, de découvrir Joe Hill, parce que vraiment on parle énormément de son père, mais il faut parler aussi de lui, parce que vraiment il déchire en fait. Donc voilà, je vous recommande à 3000% ce livre que moi j'ai adoré. Voilà, bon, s'il y en avait qu'un à lire, ce serait L'Homme-Feu. Mais L'Homme-Feu, c'est encore autre chose, puisqu'on est réellement dans une pandémie, ça n'a rien à voir. Celui-là, voilà, on a toujours un côté fantastique, mais avec un truc un peu malsain quand même, et je vous assure, ça vaut le coup de savoir pourquoi Charles Manx fait tout ça, parce que je m'y attendais pas en fait. Je pense que j'ai pas cherché au-delà non plus, mais je m'attendais pas à ça. Et du coup, j'étais très étonnée. Et ouais, j'ai beaucoup aimé le traitement des personnages. Non, c'était cool. Alors, ça peut paraître un petit peu long, mais pas plus long que quand vous lisez un Stephen King, en fait. Donc, voilà. Oui, je le compare beaucoup à son père, mais en même temps, sincèrement, dans ce livre-là, tu peux difficilement faire autrement. Donc, voilà. Je vais lire les prochains romans, enfin, les autres romans de l'auteur que j'ai, parce que j'ai hâte de retourner, dans ces univers, et c'est devenu, je pense, pour moi, un incontournable. Clairement, c'est devenu un incontournable, au même titre que Le Papa. Voilà. Le dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit de L'Infini des possibles, de Laurie Nelson Spillman. Alors je l'ai gardé pour la fin, parce que celui-ci, pour le coup, c'est un vrai coup de cœur. Il m'a littéralement... il m'a fait voyager. Il m'a ému, il m'a tellement touchée, en fait, cette histoire m'a tellement touchée. Paulina m'a tellement touchée, c'était magnifique. En plus, on est en Italie, j'adore l'Italie, je suis très frustrée parce que j'habite juste à côté, mais qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, je n'y vais pas, hein, voilà, et j'ai hâte que la situation s'arrange pour pouvoir aller en Italie. C'est un pays que j'aime beaucoup, et du coup, d'être plongée là-dedans, c'était génial. En plus, il y a encore une histoire de... Je vous dis encore parce que je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc il y a encore une histoire de malédiction. Donc dans ce livre, on va suivre 3 femmes, Emilia, Lucie et Paolina. Paolina, qui est une vieille femme de pas loin de 80 ans, qui est un peu la bête noire de la famille. Donc toute la famille est originaire d'Italie, une partie de la famille est partie vivre aux États-Unis il y a très longtemps, et du coup Emilia et Lucie en fait vivent à New York. Elles ont leur vie, voilà, elles mènent leur vie avec leur nonna, donc la grand-mère, et Paolina, c'est un peu la tante, donc c'est la sœur de la nonna en fait, et c'est la tante qui est un peu prohibée en fait, hein. Personne n'a le droit de la fréquenter, c'est la bête noire de la famille, il faut pas parler d'elle, on la voit pas, elle reste dans son coin, personne veut s'occuper d'elle, et en fait, on sait pas trop pourquoi, mais finalement tout le reste de la famille, c'est la nonna qui a décidé ça, et tout le reste de la famille suit en fait, hein. Personne ne traîne avec Paolina. Emilia, elle se laisse vachement faire en fait, elle est trop gentille en fait, elle est trop gentille, trop obéissante, et voilà, elle mène sa vie comme ça, elle travaille dans la boutique familiale, voilà, on la fait taire un peu parce que c'est la deuxième née. Il y a une espèce de malédiction qui existe dans cette famille, où on dit que la deuxième fille qui naît ne trouvera jamais de mari et est maudite en fait, et si jamais il y a de l'amour, ça va mal se finir. Voilà. Donc Emilia en fait elle est un peu destinée à finir sa vie seule, et puis finalement on la met vachement de côté et on met beaucoup plus en avant sa sœur aînée qui elle a un avenir possible, etc. Emilia c'est un peu voilà, toi de toute façon tu resteras toujours là, à travailler avec nous, à faire ce qu'on te demande, donc tais-toi et fais ce qu'on te demande quoi. Et c'est comme ça pendant très longtemps, et ça aurait pu rester comme ça si elle n'avait pas reçu une offre de la part de sa tante Paolina, qui va lui proposer de venir avec elle en voyage en Italie. Paolina va lui expliquer qu'en fait c'est pour son anniversaire, qu'il y a l'anniversaire de Paolina pour ses 80 ans, qu'il y a quelque chose de très particulier et qu'elle veut absolument faire un parcours en Italie sur les traces un peu de son passé finalement, et aller à un endroit précis pour ses 80 ans, être à un endroit précis le jour de son anniversaire. Et elle veut pas le faire seule en fait, elle veut le faire avec ses petites filles, leur faire visiter le pays, leur faire découvrir plein de choses et leur parler surtout de leur passé.
Emilia veut pas, au départ c'est non, en gros je peux pas traîner avec Paulina, ma grand-mère va jamais l'accepter, c'est pas possible, etc. Et puis au bout d'un moment elle va avoir un déclic et elle va se dire il faut que je le fasse. Parce que c'est également l'occasion pour elle d'en savoir plus sur sa mère, puisqu'en fait dans sa famille personne ne lui parle de sa mère et c'est vrai que Emilia elle veut en savoir plus. Donc c'est l'occasion parfaite, elle va passer 10 jours avec sa tante et c'est l'occasion parfaite. Elle va embarquer avec elle sa cousine qui est elle aussi une deuxième fille hein, de la fratrie, et elles vont partir toutes les deux, sous prétexte aussi que il y a un peu ce mythe de Paulina va pouvoir casser la malédiction et toutes les deux vont pouvoir vivre enfin heureuses. Lucie, elle, donc la cousine, hein, elle veut absolument se marier, elle veut avoir des enfants, elle veut une vie... voilà, elle s'imagine une vie et elle pense que cette malédiction va l'empêcher de réaliser tout ce qu'elle veut, et du coup, elle, c'est son but. Elle part là-bas, c'est pour casser cette malédiction. Elles vont apprendre à connaître, du coup, Paulina, qu'elles connaissent quasiment pas, et cette dame est incroyable. Vous savez que j'aime beaucoup quand il y a des personnes âgées dans les romans, et là, c'était sublime. Au fur et à mesure de leur séjour, les deux personnages, donc... et encore pour Paulina c'est vrai aussi, mais principalement pour Emilia et Lucie, en fait elles vont... c'est un peu initiatique pour elles. Elles vont évoluer, elles vont découvrir plein de nouvelles choses, elles vont se découvrir elles aussi. J'ai trouvé ça vraiment super chouette. L'autrice a mis un truc qu'elle met jamais dans ses romans, c'est la première fois que je le lis et j'ai trouvé ça génial. Ça concerne un des personnages. Ça concerne la diversité, voilà. J'ai trouvé ça vraiment cool parce que je l'avais jamais lu chez elle. Et c'est bien qu'on en arrive là. Et surtout, du coup, Paulina va profiter de ce séjour donc pour vivre plein d'aventures, mais également pour partager avec ses petites filles son histoire, son passé. Et du coup, nous, on a des passages du passé. C'était beau, c'était bouleversant. On apprend pourquoi. Elle veut retourner à cet endroit précis pour ses 80 ans, et pendant tout le long du roman t'es à fond là-dedans en fait, tu veux que Paulina soit à cet endroit précis à ses 80 ans, tu veux absolument, et tu veux vraiment ça, et en même temps tu veux comprendre pourquoi tout le monde dans cette famille déteste Paulina, tu veux comprendre tout ça, et c'était beau, c'était bien fait, c'était trop bien. C'était trop bien. Franchement, voilà. Franchement, c'était trop cool de découvrir ces trois femmes tellement différentes dans tout leur parcours. L'histoire de Paulina est d'une... Voilà, c'était magnifique. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai adoré l'évolution de Lucie tout au long du roman, j'ai beaucoup aimé Emilia aussi, enfin voilà, je les ai tous aimés. On apprend qu'en fait, elles ont toutes quelque chose au fond d'elles qui les brise un petit peu, et finalement c'est pas forcément cette malédiction qui leur fait du mal, mais plutôt tout ce qu'il y a autour, en fait, tout ce qui a été créé autour de ça. Enfin voilà, c'était magnifique, et je vous assure que l'histoire de Paulina, elle est sublime, et c'est hyper touchant. J'ai adoré, voilà, j'ai adoré, c'est un vrai coup de cœur et je vous recommande mais vraiment ce roman. Il va vous faire voyager, il va vous émouvoir, il va vous faire sourire parce qu'il y a des choses un peu drôles, il va vous donner envie d'aller en vacances en Toscane, il va vous donner envie de visiter plein de choses, et c'était vraiment trop cool et j'ai adoré. Donc voilà, et bien finalement j'ai pas été trop longue et je suis très contente. J'espère vraiment que je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres. Je vous dis, ces bouquins étaient vraiment chouettes, avec voilà, certains qui étaient bien mieux que d'autres, mais comme ils traitent pas tous du même sujet, ils parleront pas forcément aux mêmes personnes en fait. Je suis très contente de ces très belles lectures, c'était vraiment cool. Voilà, j'ai passé de très bons moments de lecture et c'est toujours super génial. C'est pas très français ça, mais bon, vous avez compris. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous avez fait des découvertes, et que je vous ai donné envie de lire parce que c'est ça qui est cool aussi. Et voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Très bientôt.